bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo. De ceux qui ont lance au râtelier, ronda atlantique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu, plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche quelques pigeonneaux outre l'ordinaire consumaient les 3/4 de son revenu. Or, il faut savoir que cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, s'adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et même l'administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu'il vendit plusieurs arpents de bonne terre à labourer pour acheter des livres de chevalerie à lire. Ainsi, après une quantité de noms qu'il composa, effaça, rogna, augmenta, défit et refit dans sa mémoire et son imagination, à la fin il vint à l'appeler Rocinante, nom à son idée majestueux et sonore, qui signifiait ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu, la première de toutes les rosses du monde. Elle s'appelait Aldonza Lorento. Et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame souveraine de ses pensées. Lui cherchant alors un nom qui ne s'écarta pas trop du sien, qui sentit et représenta la grande dame et la princesse, il vint à l'appeler Dulcinée du Toboso, parce qu'elle était native de ce village. Un nom harmonieux à son avis, rare et distingué, et non moins expressif que tous ceux qu'il avait donnés à son équipage et à lui-même. Aussitôt, tout fut mis en ordre pour qu'il fît la veillée des armes, dans une grande basse-cour à côté de l'hôtellerie. Don Quichotte, ramassant toutes les siennes, les plaça sur une auge, à côté d'un puits. Ensuite, il embrassa son écu, saisit sa lance, et d'une contenance dégagée, se mit à passer et à repasser devant l'abreuvoir. Quand il commença cette promenade, la nuit commençait à tomber.
finalement, il lui conta, le persuada, et lui promit tant de choses que le pauvre homme se décida à partir avec lui et à lui servir d'écuyer. Entre autres choses, Don Quichotte lui disait qu'il se disposât à le suivre de bonne volonté parce qu'il pourrait lui arriver telle aventure qu'en un tour de main, il gagna quelque île dont il le ferait gouverneur sa vie durant. Séduit par ces promesses et d'autres semblables, Sancho Panza, c'était le nom du paysan, planta là sa femme et ses enfants et s'enrôla pour écuyer de son voisin. Il ajouta qu'il pensait aussi emmener un très bon âne qu'il avait, parce qu'il ne se sentait pas fort habile sur l'exercice de la marche à pied. À ce propos de l'âne, Don Quichotte réfléchit un peu. Cependant, il consentit à lui laisser emmener la bête, se proposant de l'accommoder d'une plus honorable monture dès qu'une occasion se présenterait, c'est-à-dire en enlevant le cheval au premier chevalier discourtois qui se trouverait sur son chemin. Sancho Panza s'en allait sur son âne comme un patriarche avec son bissac, son outre et de plus une grande envie de se voir déjà gouverneur de l'île que son maître lui avait promise. Ils découvrirent dans cette plaine pas moins de 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer: la fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Regarde, ami Sancho, voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. Avec leur dépouille, nous commencerons à nous enrichir, car c'est prise de bonne guerre et c'est grandement servir Dieu que de faire disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre. De distance, Don Quichotte découvrit de loin un homme à cheval, portant sur sa tête quelque chose qui luisait et brillait comme si c'eût été de l'or. À peine l'avait-il aperçu qu'il se tourna vers Sancho et lui dit: il me semble, Sancho, qu'il n'y a point de proverbe qui n'ait un sens véritable. Car que sont-ils sinon des sentences tirées de l'expérience même, qui est la commune mère de toutes les sciences? Cela est vrai spécialement du proverbe qui dit: quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. En effet, si la fortune hier soir nous a fermé la porte de l'aventure que nous cherchions, en nous abusant sur le bruit des marteaux à foulons, voilà maintenant qu'elle nous ouvre à deux battants la porte d'une autre aventure meilleure et plus certaine. Et cette fois-ci, si je ne réussis pas à en trouver l'entrée, ce sera ma faute, sans que je puisse m'excuser sur mon ignorance des moulins à foulons, ni sur l'obscurité de la nuit. Je dis tout cela parce que, si je ne me trompe, voilà quelqu'un qui vient de notre côté, portant coiffé sur sa tête cette armée de membrins.
comme les choses humaines ne sont point éternelles, qu'elles vont toujours en déclinant de leur origine à leur fin dernière, et spécialement la vie des hommes. Et comme Don Quichotte n'avait reçu du ciel aucun privilège pour arrêter le cours de la sienne, sa fin et son trépas arrivèrent quand il y pensait le moins. Se tournant alors vers Sancho, il ajouta: « Pardonne-moi, ami, l'occasion que je t'ai donnée de paraître aussi fou que moi, en te faisant tomber dans l'erreur où j'étais moi-même, à savoir qu'il y eut et qu'il y a des chevaliers errants en ce monde. Seigneur, reprit Don Quichotte, nous n'allons pas si vite, car dans les nids de l'an dernier, il n'y a pas d'oiseaux cette année. J'ai été fou et je suis raisonnable. J'ai été Don Quichotte de la Manche et je suis à présent Alonso Quirano, le bon.